Dernières heures, il faut le dire, l'armée ukrainienne, oui, est contrainte de reculer et d'abandonner le centre de Severodonetsk. Ça fait des semaines qu'on vous parle de la bataille de Severodonetsk. Il n'y a plus de soldats ukrainiens dans le centre de Severodonetsk. Et ce, à la suite d'un assaut russe. Quelle portée faut-il attribuer à ce recul? En annonce-t-il d'autres? Cette défaite en annonce-t-elle d'autres? On annonce que dans la foulée, et les Russes s'y voient déjà, ils le disent, à peine à demi-mot, que c'est tout le Donbass qui est en train de s'offrir à eux. On en parle avec ce soir autour de la table Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir David. Grand reporter et essayiste, pardonnez-moi. On en parle avec Catherine Gentil. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Éditorialiste et LCI. On en parle avec le général Vincent Desportes. Bonsoir général, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Vous avez été général de division de l'armée de terre. Donc là, on est en plein dans un combat de l'armée de terre. Vous savez de quoi vous parlez. Et j'ajoute que vous venez de publier ce livre, Viser le sommet pour réussir, devenez stratège, avec Christine Cardellan, notre consoeur Christine Cardellan. Alors ça ne s'adresse pas seulement aux militaires, ça s'adresse à tous ceux, dites-vous, qui évoluent dans un monde où la compétition est permanente et dans lequel il faut prendre des décisions sans avoir forcément toutes les cartes en main. Juste une chose, dites-nous un conseil que vous avez à donner pour devenir un bon stratège et pour réussir. La stratégie, c'est ça, c'est vouloir un avenir et créer le chemin. Tant que je ne sais pas où je veux aller, et on voit bien aujourd'hui dans la guerre en Ukraine que c'est assez clair, puisque les différentes parties prenantes ne veulent pas aller au même endroit, vous ne pouvez pas faire de stratégie. La stratégie, c'est vouloir un avenir et le créer, trouver le chemin pour y aller. Mais si vous interrogez les gens autour de nous à qui s'adresse ce livre, puisque ce n'est pas seulement aux militaires, bien sûr, la plupart savent à peu près où ils souhaitent aller. Mais comment définir la meilleure stratégie? C'est là-dessus que je vous demande un conseil. Mais non, la plupart des gens ne savent pas où ils veulent aller. Et au lieu de naviguer dans la complexité, ils errent dans la complexité. Et justement, la force du stratège, c'est d'être quelqu'un qui veut quelque chose. La majorité des gens se laissent balloter par les événements. Moi, je fais du conseil en stratégie d'entreprise tous les jours. La grande différence entre une entreprise qui gagne et une entreprise qui ne gagne pas, c'est que l'entreprise qui gagne n'a pas cédé. Elle veut aller quelque part, l'autre se laisse balloter, rien n'est bon ni mauvais pour elle parce qu'elle ne sait pas. Alors que l'entreprise qui sait où elle veut aller, elle sait saisir les opportunités, savoir ce qui est bon, savoir ce qui est mauvais. Donc, savoir définir son objectif, c'est la première recette pour avoir la bonne stratégie. Exactement. 1. Définir son objectif. 2. Déterminer le chemin. Je rajouterai 3. Y amener les femmes et les hommes que vous devez aller vers cet avenir. Ça. La stratégie est un problème humain créé par les humains pour les humains. Et là, si vous n'êtes pas en même temps leader, vous ne pouvez pas être stratège. Être stratège, c'est faire converger les actions, faire converger les cœurs et faire converger les esprits en même temps. Oh, c'est beau comme du ronsard. Churchillienne. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais Churchill, c'est aussi du sang, de la sueur et des larmes. Et puis, on a le plaisir d'accueillir Louis Dragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir David. Ça va le marathon? Parce que on vous a vu sur les plateaux à minuit hier soir, on vous a entendu à 6 h ce matin. Comme ici, vous savez, je pense que les journalistes politiques de LCI et de TF1 n'ont pas dû chômer non plus. Donc, mais on est très heureux, on adore faire ça. Donc, comme c'est une passion, vous savez, ça passe plus facilement. Chef du service politique à Europe 1, vous resterez avec nous également tout à l'heure. Alors, la chute de Severodonetsk, ou en tout cas du centre de Severodonetsk, de la ville même de Severodonetsk, c'est bien sûr l'information principale. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. 3 questions, parce que cette information nous est parvenue ce matin. D'abord, les Ukrainiens ont-ils vraiment été chassés de la ville, du centre de la ville? Oui, et c'est l'état-major ukrainien lui-même qui l'annonce ce matin. Voici les mots. Avec le soutien de l'artillerie, l'ennemi a mené un assaut à Severodonetsk, a enregistré un succès partiel et repoussé nos unités du centre-ville. Le gouverneur de la région, lui, voit l'ensemble de la ville tomber aux mains des Russes dans les 48 prochaines heures. Alors, si on prend l'évolution sur le terrain de l'armée russe sur une semaine, vous la voyez, cette progression où d'un coup, il y a donc 100% du centre-ville de Severodonetsk qui est pris par l'armée russe qui contrôlerait 70% de l'intégralité de cette ville-là. Et vous le voyez, le quart restant, c'est
cette fameuse usine Azot. C'est un peu la même situation qu'on avait à Mariupol. C'est un site industriel dans lequel on retrouve la poche résiduelle. Alors sur cette usine, vous avez évidemment les dernières forces ukrainiennes, et il y a beaucoup d'images au fur et à mesure qui nous parviennent de ces forces ukrainiennes qui résistent dans un champ de ruines, il faut le dire. Il y a aussi 500 civils qui sont réfugiés, alors on ne sait pas trop où, mais dans cette zone industrielle aussi. L'armée russe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a détruit tous les moyens d'évacuation de cette zone-là. C'est-à-dire, par exemple, elle a visé les ponts qui permettent de relier la ville jumelle, celle de Lysychansk. Les Russes laissent en fait aux soldats ukrainiens un choix, se rendre ou mourir, et ils le disent. Северодонецк фактически уже блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял с Лисичанском, поэтому те воинские подразделения украинские, которые там остались, они остались там уже навсегда. У них два варианта. Или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта там не будет. Deuxième question, Baptiste, peut-on parler d'une victoire éclatante de l'armée russe? Alors non, il s'agit d'une victoire importante, c'est vrai, mais d'une victoire poussive. Ça fait plus d'un mois que l'on parle de cette bataille de Sévrodonetsk, c'est qu'elle a commencé. Les Russes, en supériorité, ont même dû reculer par moment pour avancer. Ils ont dû porter le rapport de force à 10 contre 1. Et pour cela, Moscou a déployé le 3e bataillon de ces brigades, alors que normalement, vous mettez sur le terrain seulement les 2 premiers, vous gardez le 3e pour faire des forces vives. Il y a 600 hommes environ par bataillon. Le problème c'est qu'en déployant ce 3e bataillon, eh bien, Moscou a dû tabler sur des réservistes peu aguerris, peu entraînés. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là qu'a insisté le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour lui, Moscou envoie ses hommes comme de la chair à canon. Écoutez-le. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне м'ясо, яке їм потрібно, щоб забезпечувати перевагу у кількості живої сили, у кількості військової техніки. Oui, s'il dit vrai, c'est encore une analogie qu'on peut faire avec la Première Guerre mondiale. Troisième et dernière question, la prise de Sévérodonetsk signifie-t-elle forcément la prise du Donbass dans la foulée? C'est les Russes qui l'affirment. Alors c'est plus compliqué que ça. Si on regarde la carte, on va revoir ces fameuses 2 régions qui constituent le Donbass. D'abord, cette région du Louhansk, et c'est là où il y a le dernier verrou de Sévérodonetsk, là où est en train de se passer cette bataille. Et puis vous avez cette partie plus au sud, la région de Donetsk que les Ukrainiens appellent les oblasts. Ce que disent beaucoup d'informateurs, et notamment les Russes, se targuent de dire que s'ils font tomber Sévérodonetsk, ils pourront ensuite se diriger vers Sloviansk, Kramatorsk, les 2 objectifs de guerre après avoir fait tomber cette ville de Sévérodonetsk. Il y a 80 km entre Sévérodonetsk et Sloviansk, sauf que les Russes ont l'avantage stratégique d'avoir aussi avancé par le nord. Et en fait, par le nord, les forces russes ne seront qu'à une trentaine de kilomètres de Sloviansk. C'est quand même aller vite en besogne de dire que tout le Donbass va tomber dès demain aux mains des Russes, parce que est-ce que les Russes seront capables de faire tomber ces 2 villes de Sloviansk et Kramatorsk? Et si oui, en combien de temps? En tout cas, les Russes ont déjà lancé une approche en direction de Sloviansk et pour l'instant, les Ukrainiens résistent, ils repoussent. À Sloviansk, les Russes sont attendus notamment par le bataillon, l'unité Dnipro 1. C'est 1 millier de soldats ukrainiens, c'est pas forcément beaucoup, mais ils sont équipés de ces fameux drones. On en a beaucoup parlé ici, parce que depuis le début de la guerre, depuis 3 mois et demi maintenant, ces drones-là ont contrecarré beaucoup de manœuvres militaires russes, beaucoup des objectifs de guerre initiaux. Oui, puis Kramatorsk, rappelons-le, c'est le siège politique et militaire pour toute la région du Donbass, le siège ukrainien. Il y a une concentration de forces là-bas, dont celle dont vous parliez à l'instant. Merci, Baptiste. Bon, revenons aux faits. C'est un revers pour l'armée, c'est une défaite pour l'armée ukrainienne. C'est un revers. Un revers grave ou pas? Non. Ça n'est pas un revers grave, c'est un revers, mais Sévérodonetsk ne pouvait pas ne pas tomber. Les Russes avaient concentré leurs efforts, les rapports de force étaient tout à fait favorables à la Russie, et donc il était impossible que Sévérodonetsk ne tombe pas. Donc évidemment, c'est un échec pour les Ukrainiens, mais il était inévitable. Alors pour répondre à la question qui a été posée à votre collègue, il est clair que ça n'implique pas du tout la prise du
Donbass. En revanche, les Russes ne pouvaient pas continuer vers le Donbass s'ils n'avaient pas pris Sievierodonetsk. Donc c'était une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante, en particulier parce qu'on sait qu'entre Sievierodonetsk et Lysychansk, il y a le Donetsk, cette rivière dans laquelle, pour le franchissement de laquelle les Russes ont déjà extrêmement souffert. Donc rien n'est joué à ce stade. Mais général, est-ce que ça nous dit quelque chose d'une armée russe qui serait plus performante? On a entendu Baptiste dire victoire poussive, parce qu'il a fallu finalement amener énormément de monde sur place. Donc il a raison, ou malgré tout, ça dit quelque chose de l'armée russe? Ah non, ça dit l'inverse de l'armée russe. Ça dit qu'elle n'est pas bonne. Ça dit qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle a pris plus d'1 mois à prendre Mariupol, elle a mis plus d'1 mois à prendre Sievierodonetsk. Elle n'a pas imaginé les moyens de contourner, de foncer. Donc on est bien dans l'espèce de rouleau compresseur qu'on connaît depuis des décennies et des décennies. Évidemment, je pense à la Grande Guerre patriotique en particulier, qui manœuvre sans finesse et qui détruit par le feu. Et qui détruit par le feu avec peu d'efficacité, compte tenu des efforts considérables que la Russie a concédé pour arriver à prendre Mariupol et Sievierodonetsk. Donc quand tu dis chair à canon, Volodymyr Zelensky, il a raison. Il a raison, mais ça c'est depuis des siècles. L'armée russe, elle utilise la chair à canon, elle les lance. On se rappelle que pendant la Grande Guerre patriotique, la chair à canon avançait, et si elle n'avançait pas, les commissaires politiques tiraient par derrière dans la chair à canon. Et dans les 25 millions de soldats morts sous Staline pendant la Grande Guerre patriotique, au moins des millions et des millions auraient pu ne pas mourir si, au lieu de lancer la chair à canon, on aurait réfléchi. Vous savez comment le général Zhukov déminait les champs de mines? Pendant la Dernière Guerre mondiale, il envoyait les fantassins faire sauter les mines et après, il envoyait les chars. Donc, le soldat russe est effectivement de la chair à canon. Vincent, commentaire sur cette victoire russe, il faut quand même l'appeler comme ça. Oui, d'après les analystes du ministère britannique de la Défense, qui certes ne sont pas d'une neutralité helvétique, mais qui sont quand même assez souvent pertinents, l'un des facteurs clés des semaines à venir, c'est précisément cette question du franchissement des cours d'eau. Bon. 2 facteurs d'inquiétude patents côté ukrainien. D'abord, il semble, et là encore, si je fais la moyenne arithmétique d'analystes fiables, qu'il y ait des dissensions au niveau de la présidence et au niveau de l'état-major. C'est-à-dire qu'il y avait 2 options. Certains étaient partisans d'une défense de l'avant, donc très proactive. On tient au maximum. On essaye de céder le moins de territoire pour faire en sorte que l'armement occidental parvienne. Ça, c'est plutôt Zelensky. C'était en tout cas la posture qui était la sienne. Et puis il y en a qui étaient plutôt partisans à cause du coût humain et matériel d'un siège sans retour, qui étaient partisans d'une sorte de repli tactique. Le problème du repli tactique, c'est que parfois c'est l'autre nom de la débâcle, et parfois c'est, en l'occurrence, revenir là. L'idée, c'était d'établir une ligne dure un peu plus à l'ouest, sur l'axe... autorités locales. Voilà, c'était sur l'axe Barmout-Slaviansk. Le deuxième facteur d'inquiétude, mais il n'est pas propre aux Ukrainiens, c'est vraiment l'épuisement des hommes et une certaine forme de dépit par rapport à la lenteur de l'acheminement d'armement dont ils ont infiniment besoin. Et ça n'est pas vrai que pour le Donbass. Autour de Mykolaiv aujourd'hui, vous avez des chefs d'unité, dans le sud, bien plus au sud, vous avez des chefs d'unité qui disent « mais nous, on a besoin de canons César. Si on n'en a pas, on n'y arrive pas ». Ils sont beaucoup trop supérieurs en hommes et en effectifs. Alors, si vous voulez, maintenant... La petite nuance que je veux apporter, et je finis là-dessus, c'est que c'est le combat de 2 épuisements. Il n'y a pas que les forces ukrainiennes qui sont épuisées. Et là aussi, des témoignages assez fiables attestent l'usure des Russes aussi. Il y a un problème côté russe, c'est le problème de ce qu'on appelle la refabrication. C'est est-ce qu'ils sont capables de fournir du matériel qui vient remplacer celui qui a été détruit en rythme suffisant. Et puis, il y a aussi la régénération des forces. C'est très joli d'envoyer de la chair à canon, mais encore faut-il qu'elle soit à peu près cohérente, qu'elle puisse s'installer sous un commandement unique, que le Bouriat, le Daguestanais, puisse s'entendre avec le commandant sorti d'une académie prestigieuse moscovite. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas parce que le verrou de Severodonetsk saute, inéluctable, et on le dit ici depuis à peu près 15 jours. On le dit, mais c'est vrai qu'il y a eu cette contre-attaque ukrainienne et que certains s'étaient pris à espérer. Ça ne veut pas dire que c'est annonciateur d'une sorte de débâcle sur le Donbass. Voilà. Catherine, votre sentiment?
Oui, en tout cas, pour rebondir justement sur l'épuisement des troupes, c'était Winston Churchill, pour le citer encore une fois, qui disait « La victoire n'est pas finale, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte ». Et là, effectivement, si les deux troupes, côté russe et côté ukrainien, arrivent effectivement, tous les services de renseignement occidentaux en font état, à un certain niveau d'épuisement, effectivement, les Ukrainiens défendent leurs terres et on peut imaginer qu'ils vont quand même continuer à se battre. La question, c'est de savoir effectivement si les Russes leur ont bloqué toute retraite en ayant fait sauter le dernier pot à Severodonetsk, puisque comme ils l'annoncent avec leurs amis séparatistes. Ce que disent les Ukrainiens, c'est que les 4 meilleures unités ont réussi à sortir avant, mais sinon, ça veut dire qu'en ayant décidé justement de rester, la ligne de Volodymyr Zelensky, plutôt que de faire une retraite, plutôt qu'était la ligne des autorités locales, à ce moment-là, les Ukrainiens risquent d'avoir perdu quand même une partie des troupes qui étaient devenues très aguerries. Alors l'espoir des Ukrainiens réside aussi dans 48 heures. Il va y avoir à Bruxelles le sommet du groupe de contact, les 40 pays qui s'étaient réunis autour des États-Unis. Et là, ils vont voir justement les armements qu'ils peuvent envoyer en urgence. Depuis le début, on dit un élément déterminant de cette guerre, c'est le moral. Le moral d'un pays, le moral des troupes. Est-ce que là, après Mariupol, il y a un peu plus d'un mois, ça n'est pas un coup au moral qui est porté? Encore une défaite. Vraisemblablement. Et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky avait finalement décidé qu'il fallait continuer à résister, parce qu'après la perte de Mariupol, perdre rapidement derrière Severodonetsk, c'était vraiment effectivement difficile pour l'opinion publique ukrainienne qui, depuis le début, soutient son armée, soutient son pouvoir politique. On a appris aujourd'hui qu'il y avait des milliers d'Ukrainiens, 55 000 je crois, qui sont rentrés en Ukraine, qui étaient partis, qui sont revenus chez eux. Donc c'était difficile, effectivement, en plus, après avoir demandé l'aide de l'Occident, de devoir dire très vite que 2 batailles majeures avaient été perdues par les Ukrainiens. Mais c'est un principe de réalité. Là aussi, il y a des témoignages convergents qui étayent l'hypothèse d'une forme de désarroi de certains volontaires, notamment. Je ne parle pas nécessairement des militaires d'actifs aguerris qui ont combattu sur le front du Donbass depuis 2014, mais des volontaires qui, mus par un élan patriotique sincère, ukrainien, se sont portés donc, sur les champs de bataille. Et il y a parfois même, semble-t-il, une sorte de sentiment d'abandon et d'écrasement, d'épuisement, parce que on dort pas, parce qu'on mange mal, parce qu'on se fait matraquer à jet continu. Donc, ça, et parce qu'on attend davantage de choses de Kiev, de l'armée centrale. Absolument. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques jours, c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui a dit numériquement on est inférieur et militairement également. Donc c'était encore un dernier appel à l'aide du président ukrainien. Et manifestement, donc cette aide n'est pas arrivée. Lui, il voulait profiter peut-être pas le bon mot, mais se saisir en fait de ce combat-là pour alerter l'Occident et demander encore plus de renforts. Et il espérait quand même pouvoir gagner à la fin. Je me souviens, on avait même eu un plateau ensemble où on avait cru à un instant à un possible sursaut. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que pour la Russie, cet objectif-là, c'est pas un objectif stratégique très important. En revanche, pour le moral des Russes, même si l'armée russe, c'est pas forcément une belle victoire dans le sens où ils ont dû concentrer des tirs d'artillerie en continu, ils ont un peu fait les bourrins, si on peut parler comme ça. Donc il n'y a pas de prestige, de valeur au combat ou de choses dont ils peuvent se glorifier. Il n'en demeure pas moins que c'est une avancée et c'est une victoire. Et après Mariupol, maintenant ça fait au moins 2. Et puis effectivement, vous parliez du moral. Moi, je suis assez frappé de voir dans de plus en plus de reportages que je lis, effectivement, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire des soldats qui sont un peu démotivés, qui aussi sont démotivés par rapport à la classe politique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, absolument, de la classe politique ukrainienne, qui entendent le président ukrainien qui dit de manière très affirmative on lâchera jamais, on ira et on va gagner. Et puis quand ils reçoivent la consigne de retrait, alors on peut appeler ça un repli tactique, un retrait, de fait, il recule. Eh bien là, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez dur à accepter. Et la question qu'on peut se poser aussi... Là, c'était précisément pour sauvegarder aussi ces unités dont on dit qu'elles sont bien sûr, très aguerries. Mais il y a eu Mariupol, alors c'était pas les mêmes unités, c'est des histoires d'unités très différentes. Là, pour le coup, c'était des unités militaro-militaires, là où à Mariupol, c'était le bataillon Azov essentiellement, le régiment Azov, qui à l'origine était une unité civile du ministère de l'Intérieur. Enfin, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est les Russes, vont du coup forcément être un peu galvanisés par ce deuxième succès. Où est-ce qu'ils veulent aller après ?
Ah, ils veulent tenter Kramatorsk, voilà, Sloviansk, les deux capitales. Et après, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du recul de la Russie, l'échec de la prise de Kiev, tout ça, on en a beaucoup parlé. Et bien là, maintenant, ils recommencent à se dire la guerre du Donbass. Ils prennent l'ascendant. Mais je pense qu'ils ne s'arrêteront pas là. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure, la question de la ville d'Odessa, et on voit quand même cette stratégie qui consiste à essayer de s'étendre tout au long de la rive est et sud du pays. C'est encore une autre histoire, parce que déjà conquérir Slaviansk et Kramatorsk sera déjà un lourd effort pour les Russes. Garder Kherson, qui fait l'objet de contre-attaques ukrainiennes. On voit Kherson, là, une des grandes villes du sud du pays, pas très loin de la Crimée. Ce sera aussi un lourd effort pour les Russes, poussé jusqu'à Odessa. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. J'ai une question à vous poser, Général, mais vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, juste, on peut voir ça en creux ou en plein. Moi, je crois qu'il y a eu 2 batailles perdues, mais qui ne sont pas la guerre. Et moi, je crois qu'on doit dire, au contraire, que l'armée ukrainienne est profondément victorieuse pour avoir contenu depuis 3 mois et demi l'armée russe là où elle est. Et évidemment, ils doivent être tristes d'avoir perdu ces 2 villes, mais ce qu'on voit depuis le début, c'est un énorme succès pour les troupes ukrainiennes face au rouleau compresseur auquel on s'attendait. Et en termes de fatigue, nous disons-nous qu'une troupe qui a été 45 jours au feu doit être relevée et qu'elle ne peut plus combattre pratiquement moralement. Et là, ça m'étonnerait que les troupes aient été beaucoup relevées depuis le début. Et je crois que le problème, c'est bien celui-là, des 2 côtés, d'ailleurs. Des 2 côtés. Alors, je rebondis sur ce que disait Catherine. Est-ce que ça doit, nous, occidentaux, nous faire poser la question, et si nous avions livré plus d'armes ? Parce qu'effectivement, vous citiez, Catherine, je crois que c'est le haut conseiller du président Zelensky, négociateur en chef par ailleurs de l'Ukraine, Mikhailo Podolyak. Il dit aux Occidentaux, livrez-nous 1000 obusiers de calibre 155. Là, vous savez qu'on parle de ces canons semblables aux 155 américains, aux César français. En gros, les Américains en ont livré une petite centaine et les Français ont dit une douzaine à peu près. Livrez-nous 1000 obusiers de ce genre. 300 MLRS, ça c'est les lance-roquettes multiples. Les Américains, je crois, ils vont en donner 4, 6, peut-être 8 maximum. 300. 500 chars, 2000 véhicules blindés, 1000 drones et nous gagnons la guerre. Première question, est-ce que si nous, on avait, sans aller jusque-là, parce que là, on est vraiment à des niveaux... Nous, on n'a pas 1000 drones, par exemple. Voilà, mais je pense que l'Occident tout entier n'a peut-être pas... Enfin, il faudrait voir, peut-être pas 1000 drones, il faudrait s'interroger là-dessus. Enfin, en tout cas, par exemple, les 1000 obusiers, les États-Unis les ont peut-être. 1000 obusiers avec des canons de 155. L'exemple français est clair. Nous avons donné 12, semble-t-il, canons César. Vous savez combien il y en a dans l'armée française ? 76. 76. C'est-à-dire que nous, on ne les a pas. C'est-à-dire que nous nous désarmons et nous avons très peu de munitions. C'est-à-dire que non seulement nous gardons peu de canons César, mais nous donnons les dotations de munitions des autres canons César. Et donc, il y a les possibilités juste techniques. C'est impossible. Ma question, c'était, si on avait malgré tout accéléré les livraisons d'armes, si on pouvait le faire à l'armée ukrainienne, à Severodonetsk, dans cette région, est-ce qu'on aurait pu éviter la chute de Severodonetsk, donc la conquête d'une des 2 régions du Donbass par la Russie? Alors, personnellement, je ne le pense pas, ne serait-ce que parce que vous donnez des armes, ensuite il faut former, etc. Ça prend du temps. Une troupe, elle s'entraîne sur des nouveaux matériels. Et moi, je crois que de toute façon, l'affaire était jouée. Maintenant, peut-être à nous de faire que tout le Donbass ne tombe pas, si vous voulez. Mais tout ça, ça prend du temps et probablement, ça n'aurait pas joué. Est-ce que vous pensez que ça va réveiller l'Occident pour livrer encore davantage d'armes? Les livraisons d'armes, elles sont conséquentes. Et on l'a vu en détail, tous les pays ne sont pas égaux, très loin de là. Mais enfin, de la part des États-Unis, de la part de la Pologne, de la part des pays baltes, les livraisons d'armes sont conséquentes. Ouais, c'est une belle uchronie ukrainienne. C'est-à-dire que, l'Uchronie, ce qui n'est pas advenu, mais qui aurait pu se passer. Moi, je rejoins totalement Général là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant un jeu vidéo où vous apporteriez des canons ici, etc. Et mécaniquement, instantanément, vous feriez bouger le rapport de force. Parce que déverser, et encore faut-il y parvenir, quand on voit déjà la difficulté d'acheminement avec l'étirement des lignes de communication, 1000, 1500 km pour amener du matériel lourd ou semi-lourd. Bon. Après, avoir formé en amont ceux qui sont capables de servir. Une des raisons pour lesquelles les Américains ont montré certaines réticences ces dernières semaines, en termes de quantité et de qualité, c'est d'une part qu'ils n'ont pas du tout envie que ça tombe entre les mains des Russes, et que d'autre part, ils voulaient mesurer ce qu'ils appellent la capacité d'absorption des forces ukrainiennes.
Encore une fois, vous donnez des joujoux fantastiques. Si on ne sait pas s'en servir, c'est absolument inepte. C'est vrai, Vincent, que des soldats ukrainiens ont été formés dans le Haut-Var, sur le plateau de Canjuers, à l'utilisation de nos canons César. Oui, absolument. Donc ils sont passés en Pologne et puis de là, on les a amenés dans le sud de la France. Effectifs. Globalement, petits effectifs. C'est pour 6 canons César, donc oui. Et pour 6 peut-être supplémentaires qui arrivent. Enfin, on imagine toute l'opération logistique. Bien sûr, en Pologne, mais la différence, par France. exemple, avec les Américains, puisque vous parliez des Américains, c'est que eux, ils forment l'armée ukrainienne depuis beaucoup plus longtemps que nous. Eux, ils sont là depuis au moins, peut-être avant, même 2014. Et donc, ils les ont formés. Ils ont, vous savez, on avait beaucoup parlé du régiment Azov, justement. Il avait été formé essentiellement par des militaires américains. Et donc, il y a une partie de l'armée ukrainienne régulière qui s'est formée, notamment à utiliser des armes américaines. Donc là, pour le coup, les États-Unis ont une histoire un peu plus ancienne. Il y a eu un apprentissage qui date un peu plus. Là où pour nous, armée française, pour le coup, c'est beaucoup plus récent. Non, c'est vrai. Mais enfin, on a entendu tous les jours, depuis 15 jours, les Ukrainiens dire à l'Allemagne, par exemple, vous savez que, je crois, faire une Scholze en Ukraine, ça veut dire promettre et ne pas tenir sa promesse. Je crois que c'est synonyme de macroniste. Macroning. Le macroning. Non, mais je crois que tous les chefs d'État européens, parce qu'en fait, il y a la question capacitaire, et je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il y a quand même une question politique. Est-ce que un chef d'État a envie de livrer du matériel militaire très offensif Certains le font. À l'Ukraine, certains le font. La Pologne, ceux qui se sentent souvent, les pays qui se sentent souvent directement menacés. La Grande-Bretagne, pour le coup, n'est pas directement menacée, et c'est peut-être le contre-exemple de ce que je dis, mais il y a beaucoup de chefs d'État qui sont quand même sur la réserve et qui ne veulent pas entrer politiquement dans un conflit de plus haute intensité. Je voulais vous entendre rapidement sur les mots d'un ancien Premier ministre, de Vladimir Poutine. Un ancien Premier ministre, que dit-il ? Il dit « Vladimir Poutine n'est plus le même. Il n'est plus celui que j'ai connu. Il est méconnaissable. » Le détail de ses déclarations, voici les indispensables avec Aurélie Blanc. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Il s'agit de Mikhail Kasyanov. D'abord, qui est Mikhail Kasyanov ? Eh bien, vous allez le voir. Regardez, c'est cet homme âgé aujourd'hui de 64 ans. Ce libéral fut pendant 4 ans le premier chef du gouvernement de Vladimir Poutine au tout début donc, de son mandat, entre 2000 et 2004. Mikhail Kasyanov sera limogé à la surprise générale en 2004 avec l'ensemble de ses ministres. Et c'est à ce moment-là qu'il rejoint l'opposition. Il devient très vite l'un des fervents détracteurs du Kremlin. C'est un proche, par exemple, d'Alexei Navalny, la bête noire du président russe. Il était aussi très lié à l'opposant Boris Nemtsov, tué par balle près du Kremlin en 2015. Alors on pourrait se dire qu'il est normal qu'il critique Vladimir Poutine, mais il ne l'avait jamais fait de cette façon-là. Écoutez-le, il s'exprime sur les premiers jours de la guerre et ses préparatifs lors d'un conseil de sécurité. Вообще. Но когда я увидел это совещание членов Совета Безопасности России в понедельник, за 2 дня до вторжения, я, конечно, понял, что да, будет война. Я просто знаю этих людей и понимаю, я увидел, что Путин уже не в себе. Я говорю, ну, именно не медицинский, а так политически уже, просто уже. Voilà, et lors de cet entretien, Kasyanov a ajouté cette phrase « Le Poutine que je connaissais était différent ». Et en quoi aurait-il changé, donc ? Alors, ce que l'on comprend, c'est que, selon lui, cette histoire récente n'était pas forcément inscrite dans les gènes politiques de Poutine. Kasyanov se souvient sans doute de cette époque où Poutine œuvrait pour un rapprochement avec l'Europe et les États-Unis. Ce moment où, par exemple, le Conseil OTAN-Russie est créé au lendemain des attentats de 2001. Ce moment où la coopération s'engage dans le domaine de l'énergie au sommet de Paris, là aussi au début des années 2000. Une coopération élargie ensuite à d'autres domaines comme la sécurité, la justice en 2003 lors d'un autre temps fort, le sommet de Saint-Pétersbourg.